6h17 sur Radio J. Merci de votre fidélité et nous sommes en ligne en direct avec le docteur Frédéric Nordman, ancien président du CAQEL. Bonjour Frédéric Nordman. Bonjour Ilana et bonjour à tous les auditeurs de Radio J en ce matin du 11 janvier. Et oui, on a l'habitude d'entendre votre voix. On a l'habitude d'entendre votre voix, Frédéric, sur cette antenne. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu si tôt aussi à notre invitation sur Radio J. Matinée plutôt spéciale, en effet, ce matin, puisqu'on l'apprenait hier, la disparition de Jacques Kupfer, coprésident du Likoud mondial, qui était aussi membre de l'exécutif de l'organisation sioniste mondiale, une personne très importante, très influente de la communauté juive, mais aussi controversée en quelque sorte. On va en parler. Frédéric Nordman, vous étiez proche de Jacques Kupfer, qui a donc été inhumé hier à Jérusalem. Quel est votre sentiment suite à cette disparition ? Alors, j'étais extrêmement proche de lui. Alors, il était un petit peu plus âgé que ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Ah oui ? Il avait un peu plus de 54 ans. Il avait une vingtaine d'années de plus, puisque moi, je le connaissais depuis une cinquantaine d'années. Depuis une cinquantaine d'années où j'étais militant. Moi, je l'ai connu quand j'étais adolescent. Donc, je l'ai connu dans les mouvements militants sionistes. Et dès le début, c'était dans les mois qui suivaient mai 68, il y avait eu 67 à guerre des 6 jours et 68, où, au contact de Jacques Kupfer, j'avais compris que nos adversaires, nos ennemis, ils n'étaient pas uniquement à l'extrême droite, mais également à l'extrême gauche. C'était le début de l'antisionisme dans les universités. Et nous avions créé, moi j'étais tout jeune étudiant, nous avions créé le Front des étudiants juifs, qui était une émanation du Bétar, un mouvement bien connu, fondé il y a bientôt 100 ans, en 1923, par Vladimir Jabotinsky, qui était illustré ensuite par plusieurs premiers ministres de l'État d'Israël, dont Menachem Begin, Yitzhak Shamir et actuellement Binyamin Netanyahou, pour situer le contexte historique du Bétar. Alors Jacques Kupfer était une grande personnalité de la communauté juive de France, un militant, effectivement, qui ne faisait peut-être pas l'unanimité, parce que c'était un homme qui n'aimait pas les compromissions, donc qui n'aimait pas non plus les compromis. Oui. Oui, il avait réalisé son alia il y a maintenant un certain temps, donc c'est à Jérusalem qu'il est mort. C'est toujours brutal parce que moi, pas plus tard qu'hier matin, j'étais en conversation avec son épouse Cathy, et je voudrais présenter vraiment plus que des condoléances à son épouse Cathy, à ses 3 enfants, Lily, Johanna et Benjamin, et à ses petits-enfants. Il était atteint de ce qu'on appelle publiquement une maladie chronique d'évolution rapide. Et 3 heures après, on apprenait dans l'après-midi son décès. Vous savez qu'en Israël, on enterre très rapidement les défunts. Et dans la soirée, il a été inhumé au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem, où il a été enterré aux côtés de ses parents. Il avait perdu sa maman il y a quelques années. Il avait pu rapatrier le corps de son père qui était décédé bien avant. Donc à Jérusalem, il repose maintenant aux côtés de ses parents. Alors, compte tenu du contexte sanitaire que nous connaissons, l'enterrement a eu lieu avec un public extrêmement restreint, mais a pu être retransmis par Zoom, un autre qu'on vient d'appeler le Zoom. Le Zoom est suivi sur Facebook. Donc, le site Zoom a été saturé en quelques minutes. Donc, c'est sur Facebook que des centaines d'amis que je salue s'ils m'écoutent ont pu suivre, ont pu accompagner de cette façon un peu virtuelle Jacques à sa dernière demeure, qui est en terre d'Israël, qui était tout à fait... une évidence. Jacques Kupfer continuait à être très actif, malgré sa maladie, sur la scène politique. Pour lui, le militantisme était une vraie passion, celle qui guidait sa vie, vous l'avez dit aussi. Il a toujours été militant. Il a toujours été militant, et son état de santé précaire ne l'empêchait pas d'être militant. Et pas plus tard que la semaine dernière, il a encore écrit un éditorial sur les insuffisances de la vaccination en France par rapport à l'exemple que donne actuellement Israël, au monde entier d'ailleurs, dans la campagne de lutte contre le virus. Alors vous parliez de son idéologie, puisque c'est vrai quand on entend le nom de Jacques Kupfer, c'est la droite sioniste, c'est le mouvement sioniste, l'idéologie Trumpeldor, celle du Bétar. Comment aujourd'hui définir l'idéologie Kupfer et que peut-on retenir de tout le travail qu'il a mené aussi ces dernières années en France pour la communauté? C'était avant tout, c'était la défense d'Israël dans son intégrité, la terre d'Israël, le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, sur toute la terre d'Israël. C'était un disciple rigoureux de Zev Jabotinsky. Absolument. Alors, en France, ce que je voudrais dire, c'est que Jacques Kupfer est un excellent polémiste.
il maniait le français et les subtilités de la langue française. Ceux qui le connaissent voient à quoi je fais allusion, alors que le français n'était pas sa langue maternelle. Moi qui l'ai connu dans sa famille, à la maison avec ses parents, il ne parlait pas français. Et il parlait plusieurs langues. Le français, il était de culture française, bien évidemment, parce qu'il appartenait à cette génération d'enfants d'immigrés qui, en France, étaient les premiers de la classe. Il était élève du lycée Voltaire. Ça, c'était l'apanage des immigrés juifs d'Europe centrale, c'est que les parents ne parlaient pas français et les enfants étaient les premiers de la classe. Ouais. Je crois que ce sera un exemple à suivre. Vous voyez ce que oui, bien sûr. Je fais. Qu'est-ce qui réside aujourd'hui finalement de cette idéologie de Kupfer dans la communauté juive? Est-ce qu'elle n'a pas disparu finalement? Puisque c'est vrai qu'on voit de moins en moins de groupes juifs sionistes purs, quoi. Alors, moi je crois qu'elle n'a pas disparu au niveau de la, j'allais dire, de la, ce qu'on appelait avant la rue juive, c'est-à-dire les juifs dans leur sensibilité, leur extrême sensibilité. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la jeunesse, il y a tout de même, compte tenu des contextes sociaux difficiles, une crise du militantisme. Moi, j'ai appartenu à une époque, c'était l'époque des 30 Glorieuses, où on ne s'inquiétait pas de l'avenir. Bon, on ne s'inquiétait pas, donc quand on était étudiant, on avait le temps aussi de militer. Maintenant, actuellement, la jeunesse a des préoccupations qui sont complètement différentes et milite beaucoup moins. Le climat antisémite que nous connaissons actuellement, eh bien, il y en avait les prémices. Et lui a toujours été un précurseur pour voir les dangers. Et moi, je me rappelle qu'il y a 25 ans, environ, au cours d'une réunion, il avait vu les dangers de l'islamisme et même de l'islam. Pour lui, l'islamisme n'était que l'expression finalement de l'islam quand on lit les textes islamiques. Et certains disaient, tu exagères quand même, etc. Eh bien, tout ce qu'il avait pressenti s'est réalisé. Alors, il voyait également, je vous disais qu'il était sans compromission, au moment des accords d'Oslo, il a vu les dangers que constituait le fait de reconnaître une organisation terroriste comme interlocuteur et finalement lui céder une partie de la terre d'Israël, alors que lui estimait que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Il avait écrit d'ailleurs quelques ouvrages, et en particulier un livre qu'il a écrit il y a une dizaine d'années, je crois, où il dénonçait le mythe d'un peuple palestinien. Il utilisait toujours les guillemets. D'ailleurs, j'utilise aussi les guillemets. Parce que moi, je suis un fidèle ami de Jacques Kupfer, même si je ne m'exprime pas avec les mêmes termes que lui, j'adhère parfaitement au fond idéologique qu'il a pu représenter. Oui. Et sur les débats actuels, quand on parle par exemple de souveraineté, lui il a toujours estimé, comme Menachem Begin d'ailleurs en son temps, il disait on n'annexe pas une terre qui nous appartient, donc il estimait que la souveraineté devait s'appliquer non pas à 30% de la terre d'Israël, enfin d'Eretz Israël occidentale, mais à 100%. Quand je parle d'Eretz Israël occidentale, il rappelait d'ailleurs, c'était le symbole du Bétar et du Girgoun, que la terre d'Israël au départ, c'était des deux côtés du Jourdain. Et que la Grande-Bretagne, comme puissance mandataire, avait déjà opéré un premier partage de la Palestine en 1922 en créant de façon tout à fait artificielle l'émirat de Transjordanie, la Jordanie actuelle, qui est une partie importante, d'ailleurs 80%, de la terre historique d'Israël. Ouais. Alors c'est vrai que Jacques Kupfer était quand même un personnage controversé, je le disais, par des prises de position souvent jugées extrêmes au sein même du Likoud en Israël et bien sûr de plusieurs mouvements juifs ici en France. On a dit notamment qu'il n'avait pas condamné l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Alors, écoutez, parce que vous faites allusion à des événements tragiques qui sont survenus il y a 25 ans maintenant, le 4 novembre 1995, pour moi c'était hier. Alors, il s'est exprimé le soir de l'assassinat d'Yitzhak Rabin en disant que cet assassinat qu'il condamnait, il a parfaitement condamné l'assassinat de Rabin, finalement ne permettrait pas un jugement de l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire que l'histoire ne pourrait pas juger sereinement les accords d'Oslo et ses conséquences. Eh bien, écoutez, 25 ans après cet événement tragique, parce que tout le monde a condamné l'assassinat d'Yitzhak Rabin, ça ne faisait pas partie des traditions juives, eh bien, là aussi, les événements lui ont donné raison, c'est-à-dire que les accords d'Oslo se sont avérés être un fiasco,
actuellement, la situation sur le terrain qui est extrêmement difficile, elle est toujours régie par ces accords d'Oslo, et on voit un petit peu ce qu'il en est. La situation est extrêmement complexe. Et c'est ce que dénonçait donc Jacques Kupfer. Merci beaucoup Frédéric Nordman, ancien président du CACEL, d'avoir été avec nous. Il y a un dernier mot, oui, allez-y. Si je peux ajouter quelques mots, je pense qu'un l'hommage qu'il mérite, il sera certainement rendu dans les semaines qui viennent, compte tenu de ce contexte sanitaire qui ne permet pas de réaliser la Shiva le mois, enfin, dans les conditions qu'on aurait aimé rendre. Eh bien, je suis persuadé que l'Organisation socialiste mondiale, le Likoud, va organiser un événement digne de Jacques Kupfer. Moi, la semaine prochaine, je retourne en Israël, donc je serai sur place et je pourrai me rendre auprès de la famille et je m'impliquerai dans l'organisation d'un tel événement. Et je salue tous nos amis de Radio J, les auditeurs, amis de Radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Nordman, ancien président du CACEL, qu'on aura le plaisir de retrouver très bientôt, je pense, sur Radio J.